Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, dialogue communautaire sur le renforcement de la cohésion sociale à Arta. Le phénomène El Niño pourrait entraîner des lourdes conséquences climatiques mais économiques en Afrique. C'était les titres, le détail dans ce journal de ce soir. Un dialogue communautaire conjointement organisé par l'IGAD et ICPCVE et l'association Action Entraide d'Arta est consacré au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion de la coexistence pacifique en République de Djibouti. S'est tenu ce lundi 10 août 2026 à la médiathèque régionale d'Arta. Cette rencontre organisée dans un esprit de dialogue, d'écoute et de concertation a réuni plusieurs acteurs engagés en faveur de la paix et du vivre ensemble, notamment le préfet par intérim de la région d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed Assowe, le président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bergoud Adeh, le sous-directeur de l'ACPCVE IGAD, ainsi que le président de l'association Action Entraide d'Arta, M. Ali Mohamed Darar, et le chef de brigade de la gendarmerie d'Arta. Des représentants de la société civile, des leaders communautaires et différents acteurs locaux engagés dans la promotion de la paix ont également pris part à cette importante rencontre. Les échanges ont porté principalement sur les moyens de consolider les liens sociaux, de renforcer la confiance entre les différentes composantes de la communauté et de promouvoir une culture permanente du dialogue et de la tolérance. Les participants ont souligné l'importance du dialogue communautaire comme moyen privilégié pour prévenir les tensions, favoriser la compréhension mutuelle et contribuer à la résolution pacifique des différends. Ils ont également insisté sur la nécessité de renforcer la participation des acteurs locaux, notamment des leaders communautaires et de la société civile, dans les initiatives visant à préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Cette rencontre a constitué une occasion importante pour les différents acteurs de partager leur expérience, d'identifier les défis auxquels les communautés peuvent être confrontées et de réfléchir ensemble à des solutions adaptées au contexte local. Les participants ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique, considérant que la préservation de la stabilité et du vivre ensemble repose sur la mobilisation de tous. À travers ce dialogue, les acteurs présents ont également souligné le rôle majeur que joue notre pays dans la consolidation de la paix dans notre sous-région. La conférence de paix inter-somalienne d'Arta, initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, en 2000, constitue l'illustration et le socle de l'identité nationale djiboutienne qui repose sur la compréhension mutuelle et la coexistence harmonieuse et pacifique. Cette rencontre d'Arta s'est achevée par un engagement ferme des participants pour la consolidation de la paix et du dialogue communautaire. On écoute un extrait de l'intervention du président de l'association Entraide d'Arta. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir ici, dans notre siège et notre médiathèque, pour cet atelier qui concerne donc la paix et le dialogue communautaire. Donc nous avons aujourd'hui avec nous la présence du président du conseil régional, M. Elmi Bergoud Adeh, et le préfet par intérim de la région d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed, ainsi que des autorités de la région, à savoir le chef de brigade de la gendarmerie nationale et les représentants de la société civile de toute la région d'Arta, Karta, La Kassal, Ouéa et Arta. Donc tous ici, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour promouvoir la paix et pour promouvoir aussi les dialogues communautaires, afin de renforcer la paix, l'unité et le vivre ensemble dans notre pays. Donc je suis très heureux aujourd'hui de participer. Et pour sa part, le préfet par intérim, M. Mohamed Fouzi Ahmed Assowe, a souligné l'importance de préserver la paix. Il a affirmé que la paix est essentielle et constitue la fondation de tout développement ainsi que de la promotion de la coexistence sociale entre nos peuples et nos communautés. Le préfet par intérim a également exprimé sa gratitude envers l'IGAD pour son initiative en faveur du renforcement de la paix. Autre actualité de ce soir, c'est dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive, le Centre de santé Husseina, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé une série de séances de sensibilisation au profit des associations et des communautés desservies par les centres de développement communautaire. Ces activités avaient pour objectif de renforcer les connaissances des populations sur le paquet de services de santé sexuelle et reproductive, de mieux faire connaître les prestations disponibles dans les structures sanitaires et d'encourager les bénéficiaires à recourir davantage aux services de prévention, de conseils, de dépistage et de prise en charge.
Les échanges avec les participants ont également permis de répondre aux préoccupations des communautés, de diffuser des messages de prévention adaptés et de promouvoir des comportements favorables à la santé sexuelle et reproductive. À travers ces interventions, le centre de santé de Husseina et ses partenaires réaffirment leur engagement à rapprocher l'information sanitaire des populations, renforcer la prévention et promouvoir le recours précoce aux services de santé. Gros format de ce soir, maux de ventre, diarrhée, brûlure d'estomac, les infections gastro-intestinales touchent des millions de personnes chaque année. À Djibouti, une bactérie est particulièrement concernée. Les détails dans cette séquence. Les infections gastro-intestinales sont un problème de santé publique mondial. Elles vont du simple mal de ventre aux intoxications alimentaires graves. Elles peuvent gâcher le quotidien et fragiliser la santé sur le long terme. Parmi elles, la gastrite, une inflammation de l'estomac qui provoque des brûlures, des remontées d'acide, des ballonnements, des diarrhées et parfois des vomissements. À Djibouti, une seule forme revient le plus souvent, la gastrite infectieuse due à l'hélicoptère pylori. C'est une bactérie très résistante. Elle vit dans l'estomac et peut causer des troubles digestifs persistants. Pourquoi est-elle si difficile à combattre? Parce qu'elle est méchante mais intelligente. Elle ne passe pas dans le sang. Donc, pas de fièvre, pas de signal d'alarme précoce. Elle se propage facilement par la salive, mais aussi par les mains souillées, comme nous l'explique le médecin. Donc, c'est une bactérie qu'on appelle, nous, les grammes négatifs. C'est cette bactérie, en fait, dès qu'elle rentre par la bouche, elle se localise au niveau de l'estomac et elle fait des dégâts au niveau de l'estomac, ce qu'on appelle la gastrite chronique à HP. En fait, grâce à ce qu'on appelle les enzymes, l'uréase, il y a aussi elle a beaucoup de capacités pour se protéger contre les défenses de l'hôte. Donc, elle fait des dégâts tels que la gastrite chronique HP. Il y a aussi, elle peut entraîner donc, des brûlures de l'estomac. Donc, les principales modes de découverte, donc les patients viennent nous voir pour un tableau de brûlure de l'estomac. Ils disent j'ai des douleurs de l'estomac, des épigastralgies, ce qu'on appelle nous, épigastralgie, avec ce qu'on appelle aussi la dyspepsie. Les malades, ils viennent pour un tableau des satiétés précoces. À chaque fois qu'ils mangent, il a l'abdomen qui est ballonné et il ne digère pas bien. En fait, les aliments ne sont pas bien digérés. Donc, c'est ce qu'on appelle la dyspepsie. Comment peut-on se soigner de cette maladie? En fait, généralement, les traitements reposent sur nous. Ce qu'on va faire, en fait, dès que les malades viennent pour ces symptômes que j'ai décrits, on va rechercher les bactéries. Soit il y a les méthodes indirectes, et il y a les méthodes directes. Les gold standards, c'est les méthodes directes. C'est de faire une fibroscopie pour les malades, fibroscopie œsogastro-duodénale, et prendre des biopsies, prendre un petit fragment au niveau de l'estomac et l'analyser, l'envoyer à la médecin anatomopathologiste. Et donc, il va nous dire s'il y a l'Helicobacter pylori ou pas. Il y a aussi les méthodes indirectes. Il y a ce qu'on appelle les tests respiratoires adhérés. C'est en fait une machine que les patients vont en fait respirer. Et donc, dès qu'ils respirent, les bactéries, on va les trouver. Il y a aussi les stool antigen test, ce qu'on appelle test de l'antigène HP dans les selles. Mais les bactéries, il peut être éliminé dans les selles. Donc, on va trouver l'hélicobacter par les selles. Donc, grâce à ces méthodes, les malades reviennent nous voir avec les résultats de l'Helicobacter pylori. Et les traitements, on va démarrer les traitements. Il faut l'éradiquer. Il est obligatoire d'éradiquer l'Helicobacter pylori. J'ai remarqué que les Djiboutiens utilisent l'oméprazole, ou ce qu'on appelle l'inexium ou les oméprazoles, de façon chronique. Il y a des malades qui s'automédiquent, surtout les inhibiteurs de la pomme à proton. Il y a aussi des malades qui prennent des flagyles comme ça. Il lui dit qu'il a une diarrhée ou je sais pas, constipé. Il prend un flagyle de douleur abdominale non spécifique.
il prend des flagyles. Donc, ce n'est pas bien de prendre à long terme, surtout les inhibiteurs de la pompe au printemps, les oméprazole. En résumé, le lavage des mains au savon, eau propre, repas propre. Face à l'hélicoptère pylori, le traitement existe, mais la meilleure arme reste la prévention. L'hygiène est la clé. Si se laver les mains, laver les aliments, boire de l'eau propre, quelques gestes simples peuvent être la différence. Car la santé de votre estomac commence par la propreté de vos mains. Sport à présent, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des sports, connu dans son acronyme l'ANPS, le directeur Mohamed Omar Ali, a tenu un entretien de travail hier avec l'expert tunisien, M. Ben Ali, actuellement en mission à Djibouti, dans le cadre des études techniques préalables à la réhabilitation du stade Hassan Goulet. Depuis une semaine, l'expert tunisien, en collaboration avec le laboratoire de bâtiments et de structures de Djibouti, mène une série d'expertises approfondies sur l'enceinte sportive, portant notamment sur les bâtiments, les tribunes, ainsi que les différentes structures du stade. Cet entretien de travail a permis de faire le point sur l'avancement des études et sur les premières observations techniques relevées sur le terrain. Cette phase d'étude constitue une étape déterminante avant le lancement des travaux. Elle vise à établir un diagnostic précis de l'état actuel de l'infrastructure, à identifier les éventuelles contraintes techniques et à définir les interventions nécessaires pour assurer une réhabilitation solide, durable et conforme aux normes en vigueur. Cette opération est menée dans le cadre des orientations de la présidence de la République sous l'impulsion du secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Elle traduit la volonté des autorités d'engager une modernisation profonde et durable des infrastructures sportives nationales. L'objectif est ambitieux, réhabiliter entièrement le stade Goulet et le remettre aux normes internationales afin qu'il puisse offrir aux sportifs, aux spectateurs, mais aussi aux organisateurs des compétitions des conditions répondant aux standards modernes en matière de sécurité, de fonctionnalité et d'accueil. On écoute pour plus de détails un cadre de l'agence de la promotion du sport, M. Abdou Samet. Depuis le début de cette semaine, nous accueillons un expert tunisien du nom de Ben Ali qui travaille avec le laboratoire du bâtiment et structure de Djibouti. Ils analysent la structure que compose le stade Goulet dans le but de la réhabilitation complète du stade Goulet qui est préconisée par le secrétariat d'État au sport dans sa politique de rénovation de tous les édifices structurels du sport et l'analyse est toujours en cours. Dans le cadre de la lutte permanente contre le trafic de produits stupéfiants, la brigade de gendarmerie d'Anguela a démantelé un réseau organisé spécialisé dans l'approvisionnement, la distribution et la revente du cannabis à Djibouti-Ville. Les investigations menées par les gendarmes ont conduit à l'interpellation de plusieurs individus impliqués à différents niveaux du réseau et ont permis de localiser un lieu servant au stockage des produits stupéfiants à Belbala ou Aldaba. La perquisition effectuée sur les lieux a permis la découverte et la saisie d'un important stock de cannabis. Au total, 88 tasses de cannabis représentant un poids de 12 kg ont été saisies pour une valeur marchande estimée à 1 760 000 francs de Djibouti. Les produits stupéfiants saisis ont été placés sous scellé pour les besoins de la procédure. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue et ont été présentées devant la justice afin de répondre des faits qui leur sont reprochés. La gendarmerie nationale poursuit avec détermination son action contre le trafic de stupéfiants et les réseaux qui participent à leur distribution sur le territoire national. Et donc, dans la période estivale, la consommation de poissons connaît un intérêt particulier dans la capitale, Djibouti, où les produits de la mer occupent une place croissante dans les habitudes alimentaires. Dans un contexte de forte température, la conservation et la manipulation du poisson nécessitent toutefois une vigilance accrue. Le poisson constitue une source importante de protéines et de nutriments essentiels. Sa consommation contribue ainsi à diversifier l'alimentation des ménages. Les données disponibles montrent cependant que la consommation de poissons à Djibouti reste relativement faible, malgré l'importante richesse halieutique du pays. Les consommateurs sont également invités à privilégier le point de vente respectant les règles d'hygiène et à s'assurer que le poisson est correctement conservé sur glace ou dans les équipements réfrigérés. La réglementation djiboutienne prévoit notamment des contrôles sanitaires des produits de la pêche destinés à la consommation humaine et une surveillance des conditions de leur manipulation. La population est ainsi encouragée à consommer davantage de poissons tout en privilégiant la qualité, la fraîcheur et le respect des règles élémentaires d'hygiène afin de préserver la santé des consommateurs et de mieux valoriser les ressources halieutiques nationales.
Les scientifiques et les systèmes mondiaux de prévision surveillent de près le renforcement rapide du phénomène El Niño dans le Pacifique tropical, alors que l'Organisation météorologique mondiale prévoit un épisode particulièrement marqué en 2026. Les experts du climat alertent sur les conséquences potentielles de ce phénomène sur les conditions météorologiques à travers plusieurs régions du monde, notamment en Afrique, où El Niño pourrait provoquer d'importantes perturbations des régimes de précipitation et accentuer les épisodes de sécheresse dans certaines zones. Face à ces risques, les organismes météorologiques et les centres de prévision continuent de suivre l'évolution des Niño et d'actualiser leurs modèles afin de permettre aux autorités de mieux anticiper ces effets et de renforcer les mesures de prévention face aux éventuelles conséquences humanitaires et économiques. Des applaudissements ont retenti mardi à Pereira après que les équipes de secours sont parvenues à extraire vivante une femme de 32 ans des décombres d'un immeuble effondré où elle était restée piégée pendant près de 36 heures. Son sauvetage a suscité une vive émotion sur les lieux de drame. Après de longues heures de recherche, les secouristes ont réussi à localiser la victime et à la dégager progressivement des gravats sous les encouragements des personnes présentes. Cette opération intervient alors que la Colombie fait face aux conséquences d'un puissant séisme ayant provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments et d'importants dégâts dans différentes zones du pays. Les équipes de secours poursuivent leurs recherches afin de retrouver d'éventuels survivants encore coincés sous les décombres. Selon le dernier bilan confirmé, au moins 254 personnes ont perdu la vie, tandis que certaines autres ont été blessées ou sont toujours portées disparues. Les marchés actions américains ont clôturé en baisse mercredi, pénalisés par les inquiétudes des investisseurs concernant la position de l'Iran à l'égard du détroit d'Ormuz. L'un des principaux passages maritimes pour le transport mondial du pétrole, les valeurs technologiques ont particulièrement reculé au cours de la séance, dans un contexte marqué par une prudence accrue face aux risques géopolitiques et à leurs éventuelles répercussions sur les marchés de l'énergie et l'économie mondiale. Les investisseurs restent désormais attentifs à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, ainsi qu'aux prochaines données économiques et aux résultats des entreprises américaines qui pourraient donner de nouvelles indications sur la direction des marchés. Dans le même temps, les investissements de l'intelligence artificielle continuent de soutenir certains segments du secteur financier, plusieurs entreprises cherchant à nouer de nouveaux partenariats afin de tirer parti de l'essor rapide de ces technologies. Au Zimbabwe, 15 personnes ont trouvé la mort dans le chavirement d'un bateau, ont indiqué les autorités, tandis que les équipes de secours poursuivaient leur opération pour porter assistance aux survivants et rechercher d'éventuelles personnes portées disparues. Les autorités poursuivent les opérations de recherche et d'évaluation afin d'établir le bilan complet de l'accident et de déterminer les circonstances du chavirement. Une enquête doit également permettre de préciser les causes de l'accident et les conditions dans lesquelles le bateau a chaviré. Autre actualité de ce soir, les équipes indonésiennes de recherche et de sauvetage menaient mercredi une vaste opération d'évacuation après qu'un ferry transportait 131 personnes a pris feu alors qu'il naviguait entre l'île touristique de Bali et l'île voisine de Lombok, ont indiqué les autorités. Le navire qui assurait la liaison maritime entre les deux îles, très fréquentée par les touristes, a été touché par un incendie en pleine traversée, provoquant une importante mobilisation des secours. Les équipes spécialisées ont été dépêchées sur les lieux afin d'évacuer les passagers et les membres de l'équipage et de les mettre à l'abri. L'incident intervient alors que les liaisons maritimes entre Bali et Lombok constituent un axe majeur pour les habitants comme pour les nombreux touristes qui se déplacent entre les deux îles. Les équipes de secours restaient mobilisées mercredi pour achever l'évacuation et sécuriser la zone. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.